Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 6, Mathieu Lezen, brasserie du Pays Flamand à Blaringhem et Merville, dans le Nord. La brasserie du Pays Flamand est née sur la profonde amitié de ses fondateurs, Olivier Dutoit et Mathieu Lezen. Quelques années avant la crise de la quarantaine, ils décident de changer d'orientation professionnelle. Nés tous deux dans les Flandres françaises, très attachés à leur région d'origine, ils voulaient créer une bière qui soit fidèle à l'histoire de ce territoire et à ses traditions. En 2006, ils font le grand saut et depuis, ils ne cessent de rebondir. Rencontre avec Mathieu Lezen, cofondateur de la brasserie du Pays Flamand. Tu es dans la brasserie du Pays Flamand sur le site de Merville. C'est une brasserie qui vient de sortir de terre puisqu'on s'y est installé au mois de mai dernier. Auparavant, on était à Blaringhem et en fin de compte tenu de nos affaires qui vont plutôt bien, on n'avait plus assez de place à Blaringhem, donc on a créé ce site ici à Merville. Et Blaringhem, c'est terminé ? Bien sûr que non, ça reste un site très important pour nous parce que déjà c'est notre site historique et en plus c'est là-bas qu'on continue d'y faire nos expérimentations et on voudrait ouvrir aussi la brasserie au public puisqu'il y a beaucoup de clients qui sont intéressés pour visiter et comprendre en fin de compte notre métier. Donc c'est à Blaringhem que tout a commencé, en quelle année ? En 2006 ? Alors en 2006, on n'y était pas véritablement. En fin de compte, on a commencé à brasser chez nos amis de la brasserie Saint-Germain, les créateurs de la page 24, le temps de tester le marché. Et effectivement, on a commencé à brasser à Blaringhem en 2008, voilà, dans une ancienne distillerie. Toi, à l'origine, rien à voir avec la choucroute ou rien à voir avec la bière, tu étais banquier. C'est ça, j'étais banquier, je m'ennuyais un petit peu dans mon métier et puis je trouvais que c'était un métier qui était quand même lourd à porter en termes de responsabilité. Bon voilà, j'ai vraiment eu envie de changer, je me sentais plus bien dans ce métier-là. Donc c'est une vraie remise en cause. Comment le banquier devient brasseur ? Alors comment il devient brasseur ? Surtout il retrouve son pote Olivier de longue date qui a exactement les mêmes envies au même moment. Lui il est plutôt prod, moi je suis plutôt commerce et finance. On a eu envie en fin de compte de vraiment donner du sens à notre vie professionnelle. Bon bien sûr on est passionné par cette boisson depuis bien longtemps. On voulait qu'il y ait un lien en fin de compte avec notre culture, la culture flamande. Et aujourd'hui, la bière représente bien tout ça, quoi. Donc en fin de compte, la bière représentait énormément de choses à nos yeux. Quand tu dis la bière c'est culturel, dans la famille c'est même, tu as été biberonné à la bière. Écoute, j'ai été biberonné à la bière parce que ma grand-mère brassait elle-même sa bière pour la famille. Bon, c'était des bières légères, je rassure tout le monde. Et c'est vrai qu'à l'époque, on s'offusquait pas de servir des bières légères comme ça aux enfants. Et j'en ai d'excellents souvenirs d'ailleurs. Donc il y a cette tradition familiale, c'est-à-dire que tu as toujours vu à table servir de la bière. Le vin, c'est pas trop culturel dans ta famille ? Alors absolument pas. En fait, il n'y a jamais eu trop de vin à table chez moi. Donc il y avait la bière de la grand-mère qui faisait ça pour la famille. Et puis on avait conscience quand même qu'il y avait des bonnes bières. Il y avait des bières qui étaient plus élaborées que d'autres. Donc effectivement, j'ai jamais eu de vin à table. C'est vraiment plus tard dans mon expérience, je dirais, étudiante, où on a commencé à s'intéresser un petit peu au vin, mais vraiment de loin, quoi. C'est pas, encore une fois, c'est pas dans nos gènes. Je pense que dans le Bordelais, on boit du Bordeaux. En Bourgogne, on boit du vin de Bourgogne. Ici, dans le Nord, on boit de la bière, quoi. Ça fait partie de notre terroir. Il y a un vrai attachement à la région aujourd'hui des Hauts-de-France, mais il y a surtout un vrai attachement à la Flandre. Ouais, alors on fait partie de ces irréductibles flamands. Alors encore une fois, rien de politique dans ce discours, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire qu'en fait, on partage une histoire commune avec cette province de Belgique. Il faut savoir que nos grands-parents parlaient flamand.
Voilà. Et puis l'école de la République a fait que, en quelques générations, le flamand a disparu de notre langage de tous les jours. Il n'en demeure pas moins qu'il reste des mots comme ça qui ressurgissent. Donc, l'une de nos marques de bière en fait référence. Mais oui, on est fiers d'être flamand, on est fiers de cette culture du travail bien fait. Alors oui, on nous reconnaît des vertus d'hommes d'affaires ou j'en sais rien, mais en tout cas, les Flamands sont des gens courageux et ça, on l'a bien en tête. Vous commencez ancien banquier. Qu'est-ce qu'il faisait lui, Olivier, ton associé ? Donc Olivier vendait des auxiliaires pour la production dans l'industrie fermentaire. Donc il s'occupait aussi bien de la bière que du vin, que du cidre, avec bien sûr une vraie orientation bière, puisqu'en fait il a étudié à Louvain-la-Neuve en Belgique. Il a terminé ses études sur une spécialité en microbrasserie. Donc il était peut-être un peu plus initié que toi ? Complètement. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Je dirais que on était tous les deux passionnés par la bière. Moi surtout pour la goûter et lui en plus pour la faire, quoi. Et alors vos premières recettes, ça c'est assez anecdotique mais c'est pas courant, vous les avez mises au point à l'ISA, l'école d'ingénieurs agricoles de Lille. Ouais, parce qu'en fait, ma femme et Olivier ont fait leurs études à l'ISA, donc l'Institut supérieur d'agriculture. Et en fin de compte, comme Olivier connaissait bien les profs, on a pu bénéficier de leur hall technologique dans lequel il y a une petite brasserie de 300 litres, je crois, de mémoire. Et donc, effectivement, on a mis au point quelques recettes dans nos garages, pas forcément heureux. Mais là ici, à l'ISA, à l'époque, c'était déjà des recettes assez bien évoluées. Et donc, les premières bières ont été brassées à Aix-Noulette, à la brasserie Saint-Germain. Exactement, chez nos copains. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été quoi ? Alors l'étape suivante, malgré ce qu'on peut penser, un banquier, on avait 30 ans, donc on n'était pas forcément, puis on n'est pas issu de famille richissime, donc on pouvait compter que sur nous-mêmes globalement et sur notre petit pécule de l'époque qui était vraiment maigre. Donc en fin de compte, on a dû convaincre des banquiers et à l'époque, on n'a pas pu acheter du neuf, donc on s'est attelé à trouver du matériel d'occasion et en fin de compte, on a trouvé une superbe brasserie qui allait déposer le bilan dans l'est de la France. Et ce matériel venait du Canada. Voilà, donc on a commencé sur une petite brasserie, sur un bloc chaud, on appelle ça comme ça, sur une bloc chaud qui a été construit au Canada, qui a fait les beaux jours d'un brewpub là-bas. Donc un brewpub, c'est un pub où on fabrique la bière sur place. Et c'est arrivé en France par le biais de ce brasseur lorrain. Donc la première bière de la brasserie du Pays Flamand, c'est la Brassine. Exactement, donc la Brassine, qui est une contraction de brassin et de racine. Donc comme c'était une bière plutôt douce, on voulait comme ça un nom assez féminisé, on va dire. Donc brassin, là où on fait la bière, racine, l'attachement à nos racines flamandes. Donc au début, c'était une bière plutôt passe-partout, entre guillemets, plutôt traditionnelle, mais classique, parce qu'on ne voulait pas non plus prendre trop de risques par rapport... on voulait que la bière se vende. C'est important quand même. Quand on commence, il vaut mieux que la bière se vende. Donc on était parti sur une recette plutôt classique. En 2011 arrive une autre bière produite par la brasserie du Pays Flamand, c'est la Nosteke, qui là est une bière qui va contribuer au développement et au rayonnement de la brasserie. Et c'est presque un développement inattendu. Ouais, alors en fait, en 2011, on décide avec Olivier de créer une nouvelle marque avec beaucoup de houblon. Donc il faut se mettre quelques années en arrière. La mode des IPA ou des bières houblonnées n'était absolument pas encore arrivée ici sur le continent. Par contre, il nous arrivait de boire avec Olivier des bières effectivement venues des États-Unis où on était quand même épaté par la qualité des houblons. Et du coup, en fait, on a eu l'idée de mixer des houblons américains avec des houblons de notre terroir. Et on a créé la Nosteke. Donc la Nosteke, déjà une marque emblématique qui veut dire à la prochaine fois en flamand. C'est un mot qui a passé les générations malgré la fin du flamand dans le langage courant. Mais ça, c'est resté. Ça veut dire à la prochaine fois, au plaisir de se revoir. Un mot très très convivial en fait. Et donc une bière hyper houblonnée à l'époque, qui était considérée comme hyper houblonnée. Très clivante, c'est-à-dire que les gens l'adoraient ou la détestaient. Et en fin de compte, c'est vraiment là-dessus qu'on a pu appuyer notre vrai développement. À partir de là, tout s'est un petit peu emballé. À Nosteke, en flamand, c'est un peu le Kenavo breton.
Ah bah tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. Donc l'idée c'était vraiment de remettre à l'ordre du jour un petit mot du vocabulaire tout simple qu'on utilise, mais vraiment en famille, entre amis. Et effectivement, je trouve qu'on peut le parallèle avec le Kenavo breton me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'elle a marché ? Je pense qu'elle a marché parce qu'elle était déjà différente. Donc on a redécouvert des goûts qui en plus étaient des goûts du temps jadis, du temps de l'avant-industrialisation de notre métier en fait, puisque nos anciens mettaient pas mal de houblon pour conserver la bière, puisque le houblon est un excellent conservateur. Donc avant les ères de la pasteurisation et tout ça, on pense que nos anciens mettaient beaucoup de houblon dans la bière, c'est même une certitude. Donc il y avait une sorte de retour aux sources, et je pense que nos palais n'ont pas oublié ces saveurs anciennes, et donc je pense que ça a vraiment cartonné grâce à ça, à ces goûts amers qu'on avait un peu perdus. En mai 2018, la brasserie du Pays Flamand déménage à Merville, dans cette brasserie où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est une brasserie toute neuve, c'est absolument magnifique, et ça contribue à la logique de développement de l'entreprise. Et dans votre démarche de déménagement, d'agrandissement, d'installation, il y avait quand même un souci de ne pas faire n'importe quoi au niveau écolo, sans pour autant faire de la bière bio, mais en tout cas avec ce souci de respect, peut-être pas de la planète, mais en tout cas du territoire. Ouais, si on peut parler de respect de la planète, je pense qu'on doit avoir aujourd'hui, la conscience écologique n'est pas une option. Je pense que c'est une obligation. Donc effectivement, en plus on est sur un métier où on utilise justement des matières premières agricoles. Donc par exemple, on cherchait du terrain. Systématiquement, on nous proposait des terres agricoles. Donc, on allait déposséder, en fin de compte, des agriculteurs de leur outil de travail, alors même que nous, on a besoin de cet outil de travail pour avoir des bonnes orges. Donc ça n'avait pas de sens. Et un jour, le président de la communauté de communes Flandre-Lys, ici, dans le coin, est venu nous voir en disant « Moi, j'ai un truc pour vous. Je connais vos orientations philosophiques, entre guillemets écologiques. J'ai une vieille friche industrielle, un terrain pollué, est-ce que vous en êtes ?» Et là, franchement, il y avait un vrai défi à relever, puisque c'est pas simple du tout. On est dans un pays où la réglementation, les normes sont quand même assez lourdes. Donc il y avait un vrai challenge à relever d'installer une brasserie sur un ancien site qui produisait auparavant des engrais chimiques. Voilà. Et donc, plutôt un sous-sol pollué. Je rassure tout le monde, la bière, l'eau n'est pas puisée dans les sous-sols, on utilise l'eau du réseau. Mais en tout cas, un vrai challenge de faire ça. Et ça avait vraiment du sens pour nous. Et alors, pour la petite anecdote, on enregistre, là, il fait frisquer dehors. Donc, les radiateurs sont allumés. L'eau qui circule dans les radiateurs provient de la brasserie. Voilà, c'est ça. Donc là pareil. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas dupe. Pour faire de la bière, il faut de l'énergie. Par contre, c'est fou le nombre de calories qu'on peut récupérer pour plein de choses. Je pense donc effectivement, le chauffage des bureaux est relié directement à la chaleur, de la brasserie, du bloc chaud, de la bâche à eau du bloc chaud plus exactement. Au même titre qu'aujourd'hui, on réchauffe les bières pour la refermentation par le biais du chauffage récupéré des groupes froids. Voilà. Donc, parce que quand on produit du froid, on gaspille du chaud, et cette chaleur-là, on l'a récupérée pour la refermentation. Toujours dans cette même dynamique, vous travaillez en circuit court avec des producteurs de la région. Voilà, le plus possible. Alors, malheureusement, ici, la région, l'histoire fait qu'on n'a pas beaucoup de sourcing bio. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on préfère, entre travailler bio et travailler avec des agriculteurs locaux, on préfère travailler avec des agriculteurs locaux. Donc effectivement, on travaille avec la coopérative qui nous vend les houblons, donc Coupe ou Nord, qui fait un travail extraordinaire, avec des nouvelles générations aussi qui arrivent aussi dans les planteurs. Donc ça, c'est super. On voit apparaître des petits jeunes qui veulent planter du houblon, et ça, c'est extraordinaire. Et pour l'orge, effectivement, faut savoir que le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, c'est la première région exportatrice d'orge de brasserie. Donc ça serait dommage de s'en priver, quoi. Donc effectivement, on travaille avec des locaux. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque par exemple, on a aussi une grosse verrerie dans le coin qui s'appelle Arcopal. Tous nos verres de dégustation viennent de là, bien évidemment. Le soudeur est local. La démarche circuit court, elle ne s'arrête pas juste aux matières premières. C'est une vue de l'ensemble. Voilà. Pareil pour la construction du bâtiment. À chaque fois, l'option du mec local a primé sur le reste, et même sur le prix parfois. On va visiter ? Allez, je t'emmène.
Voilà, alors c'est impressionnant. Là, on a vite fait le tour du propriétaire. On va s'arrêter un peu aux différents postes, aux différents endroits. Où est-ce qu'on est ici ? Donc là, on est dans la meunerie, où on va venir stocker et concasser le malt qui va entrer en production après. Donc sur l'extérieur, on a un gros silo du malt le plus répandu, qui est le malt Pilsen, qui fait 30 tonnes. Voilà. Et donc on va faire des batchs ça dépend des recettes, mais on va aller jusqu'à 400 kg de malt par brassin. Et donc ici, en fait, il y a quelques sacs de malt qui traînent, puisqu'on va compléter le malt principal, le malt Pilsen, par des maltes dits spéciaux pour donner la couleur et certaines saveurs. Ici, on va constituer la charpente de la bière. Et c'est ici qu'on va aussi, par la quantité de malt qu'on va intégrer dans la recette, prédéterminer le degré d'alcool. Plus il y aura de malt, plus il y aura de sucre, plus il y aura d'alcool. Vraiment, chaque bière a sa propre recette et son assemblage des différents types de malt. Voilà, donc là on est au bord des cuves. On est au bord des cuves, plus exactement à côté de la cuve de brassage ou la cuve d'empâtage, où on va mélanger le malt qu'on vient juste de concasser avec de l'eau chaude. Et on va brasser. Brasser, ça veut dire mélanger tout simplement. Et on va obtenir ce qu'on appelle une mèche. Cette mèche, c'est une sorte de bouille géante qu'on va venir travailler sur les cuves d'après pour obtenir du mou, donc un jus sucré et coloré qu'on va mettre en fermentation pour que ça devienne de la bière. Une fois qu'on a extrait le mou, il reste les drèches. Ici, on est en circuit court. Les drèches sont recyclées, sont cuisinées. Bien sûr. Alors, et sont cuisinées locales. Alors, oui, effectivement, je vois de quoi tu parles. Alors, il y a plusieurs choses. Le drèche, je dirais à 99% des cas, vont être évacués. Ici, on a la chance d'avoir des circuits de méthanisation. Donc des fermes qui, donc en fait, elles sont ravies d'avoir des coproduits de brasserie, la levure, les restes de houblon et bien sûr nos drèches de brassage. Donc ça part plutôt en méthanisation. Et il y a une petite partie effectivement qui est cuisinée pour faire des sablés ou du pain, de la cuisine à base de drèches. Et notamment des espèces de cookies au spéculoos. C'est ça, des cookies au spéculoos qui sont faits par un local là. Donc, c'est en cours de développement, mais je pense que ça va le faire. Ici, on est devant la cuve de filtration. Par la technologie, on arrive à avoir des meilleurs rendements. C'est-à-dire que pour la même quantité de malt, je vais obtenir plus de sucre que sur mon installation plus traditionnelle de Blaringhem. Tout simplement parce que des ingénieurs sont passés par là et ont optimisé cette saccharification du mou. Et donc c'est bien pour tout le monde, puisque les vaches n'ont pas besoin forcément d'avoir des drèches sucrées pour manger. Ce qu'elles ont besoin, c'est la matière azotée, donc il n'y a pas de problème avec ça. Après le filtrage, troisième cuve. Donc, alors on dit pas filtrage, désolé Olivier. Filtration, pardon. Après la filtration, troisième cuve. Donc la troisième cuve, qui est la cuve d'ébullition. Donc c'est dans cette cuve qu'on va rajouter le houblon. Donc on va le rajouter à plusieurs étapes de l'ébullition. De manière classique en début d'ébullition pour les maltes amers et en fin d'ébullition pour les maltes plutôt aromatiques. Donc les maltes flamands au début et les maltes américains sur la fin. Voilà. Ça c'est caricatural, mais ça rejoint notre réalité. Donc on peut sentir, les auditeurs peuvent pas sentir, je suis désolé, ça c'est dommage, je vous plains. Ça c'est le houblon en fin de compte qui est compacté, empelé. Ça nous permet de travailler toute l'année avec des qualités égales. C'est-à-dire qu'avant, les brasseurs globalement brassaient que l'hiver qui suivait la récolte du houblon, parce que le houblon empelé sèche très très vite. Donc après on a mis ça sous vide et là on travaille avec des pelés. C'est plus simple et très efficace. Alors là, c'est complètement inattendu cette pièce, c'est quoi ? C'est le laboratoire ? C'est ça, donc effectivement, on est petit, mais Olivier adore la microbiologie. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir son petit labo, donc on a un petit labo pour contrôler nos cuves, nos levures, savoir si elles sont bien en forme, savoir si ça dévie pas, s'il n'y a pas de problème dans la bière. Toute une série d'analyses qui nous permet d'assurer une qualité de produit pour le consommateur final. Oui, parce que ça aussi c'est une spécificité, c'est que vous produisez une partie de vos levures. Effectivement, on a notre propre souche de levure qui est vraiment la signature de nos bières à Nosteke Blonde et Brassine Triple par exemple. Sur ces deux bières-là, je pense qu'une grande partie du succès est liée aussi à cette catégorie de levure, à ce type de levure.
Alors la musique qu'on n'entend pas celle du fond, c'est la radio, mais l'autre, c'est celle des bouteilles qui se télescopent dans la chaîne d'embouteillage. Ouais, bon, désolé, ça fait un peu de bruit, hein, mais effectivement, on est dans le hall d'embouteillage où la bière est préalablement à l'embouteillage mélangée avec un petit peu de sucre, puisque je rappelle que nos bières sont non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille. C'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment la méthode traditionnelle, autrement dit la méthode champenoise, hein, quelque part. Toutes nos bières vont être stockées, on va aller voir la chambre chaude, vont être stockées au chaud pendant un certain temps pour que le sucre présent dans la bouteille refermente et crée du gaz naturellement en fait. Voilà. Donc là, c'est la mise en bouteille, elles sont empaquetées dans les cartons, prêtes à partir en livraison, mais avant ça, il y a un petit stage au chaud. Exactement, là effectivement visuellement on a l'impression que le produit est fini, hein, il est dans sa configuration finale. Par contre, si on ouvre la bouteille, là, on aura un jus plat et sucré. Donc, le petit passage au chaud va lui permettre d'avoir toute sa vivacité au niveau pétillance et mousse. Et s'assécher aussi, hein, on aura un côté un peu plus désaltérant aussi après la refermentation en bouteille. Alors ici, on est dans la chambre chaude. Alors on est chauffé quasiment gratos, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, la chaleur ici vient du refroidissement d'à côté. Hein, voilà, donc comme ça, il n'y a pas de perte de calories. Et donc la bière va être stockée ici entre une semaine et 15 jours pour prendre sa bulle. Voilà, tout simplement. Refermentation en cours. C'est vraiment la même méthode que pour le champagne. Hein, sauf que le champagne, ils vont plutôt mettre ça tête en bas, etc. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ici, on va avoir des bières sur lit. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le sucre qu'on a rajouté va être complètement refermenté. D'ailleurs, on retrouve en fin de compte la fine couche de levure dans le fond de nos bouteilles par rapport à ce procédé-là. Voilà, c'est l'heure des 5 dernières minutes, avec bien sûr la dégustation, comme dans chacun de nos podcasts. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir ? Écoute, je te propose de commencer avec notre bien connu, notre bien aimé, notre best-seller, à savoir la Nostocqué blonde, 8 degrés. Voilà, une bonne bière houblonnée, celle qui a fait, je pense, le succès de notre brasserie. Elle va répondre à certains codes de bière houblonnée tout en restant ancrée dans la tradition. Donc elle est levurée, elle est non filtrée, non pasteurisée, elle est nature, elle a un nez qui est extraordinaire et ce zeste de fraîcheur, ce peps qui est lié au houblon qui vont magnifier, je pense, ce produit. Tu es en métier, hein. Santé. Santé. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est plutôt un verre à vin, hein. Tu vois, au même titre que dans ma famille, la bière avait une place prépondérante à table. On voulait, avec Olivier, pousser le bouchon un petit peu plus loin et se dire, mais bon, voilà, la bière doit reprendre ses lettres de noblesse. Et tout comme un vin, elle doit être servie dans un beau verre adéquat qui donne envie. Et donc là, on est sur un verre à pied de chez Arc, bien entendu, qui normalement est utilisé pour boire du cabernet, des vins blancs jeunes. Et c'est particulièrement adapté pour nos bières. Alors, deuxième verre, deuxième dégustation. Ouais, donc là, on va servir quelque chose de beaucoup plus original, d'assez novateur, alors que c'est inscrit aussi dans les bières traditionnelles de notre région. Je te sers une Huile de Léeux Grand Cru, donc, qui a vieilli 1 an en fût de Bourgogne blanc. Donc la base, c'est une triple traditionnelle de chez nous également, mais le vieillissement en barrique va lui donner une vivacité sans pareil, petite acidité, et vraiment un mariage parfait avec ce qu'a contenu la barrique. Voilà, donc des grands crus plutôt de Bourgogne. On ne dira pas lesquels, mais en tout cas, il y a eu des très bonnes choses dans cette barrique auparavant. Le fait de faire vieillir notre bière 1 an dans cette barrique va lui donner des caractéristiques uniques. Voilà. Mais bon, il faut la déguster, et encore une fois, désolé pour les auditeurs, mais il faut déguster pour y croire, quoi. Alors, quelques mots sur Huile de Léeux. Alors, Huile de Léeux, ça veut dire lion sauvage. Alors voilà, le lion, c'est le symbole de la Flandre, donc il y a toujours des petits lions qui se baladent dans notre marketing. Et lion sauvage, alors sauvage parce qu'en fait, les levures qui vont travailler en complément de notre levure principale, ce sont des levures dites sauvages, donc qui vont donner ce côté un petit peu acide. Donc c'est pour ça qu'on a voulu appeler cette gamme de bière lion sauvage. Parce qu'un lion, c'est forcément sauvage, mais là, c'est vraiment pour renforcer le côté levure sauvage. Un lion très sauvage. Voilà. Santé. Allez, chin. Alors, je mets 203.
Donc là, maintenant, ça va être... Pourquoi ça rigole toujours à la troisième déguste? Parce qu'effectivement, le dicton jamais 203 me paraît fort approprié au moment. Hein. Donc, alors le moment en question, c'est le service du Nano Stocké cuvée d'hiver. Donc c'est une bière qu'on ne fait que pour les fêtes de fin d'année. Ambrée, avec une très belle robe, légèrement rougeâtre. Enfin, c'est vraiment le visuel est important dans ce breuvage-là. Et moi, ce que j'affectionne particulièrement, c'est le nez. Le nez qui donne ce côté biscuit chaleureux. Enfin, voilà, on sent qu'on rentre dans l'hiver et ça rassure peut-être d'avoir ces saveurs-là, je me dis. Et puis après, au goût, fidèle à notre éthique. Pas d'arôme artificiel, pas de caramel, pas de, je ne sais quoi, de l'eau, du malt, du houblon, de la levure. Bon, et puis forcément un petit peu plus de levure que d'habitude, donc de houblon. Donc on a une bière assez houblonnée et puis plutôt amère par rapport au style des bières de Noël traditionnelles. Voilà. Mais c'est voulu. On veut porter haut et fort les couleurs de la Nano Stocké en se disant c'est quand même houblonné, il y a un petit peu d'amertume, etc. On goûte? Allez, à la tienne. Oh, c'est beau ça. Le nez, non mais ce nez. Ouais, quand même. Alors cette bière d'hiver, en fait, c'est la première fois qu'Olivier et moi laissons carte blanche à un de nos brasseurs. Alors on lui a demandé de s'inspirer quand même sur ce qu'on faisait auparavant, mais donc Clément a constitué la recette lui-même. Et en fait, ça fait écho en fait avec notre stratégie de management managériale. Qui est de dire on laisse la place à l'humain et on les laisse libres de certains choix. Voilà. Donc chacun a son poste, bien entendu, chacun sait ce qu'il a à faire, mais dans son poste, chacun est relativement autonome, indépendant et libre. Et ça nous paraît hyper important. Alors déjà, pour garder nos collaborateurs le plus longtemps possible et pour que ces derniers se sentent le mieux possible dans leur travail. Donc là, la recette, c'est Clément. La recette, c'est Clément. Merci à Mathieu Lezen et par ricochet à Olivier Dutoit de nous avoir accueillis sur le tout nouveau site de la brasserie du Pays Flamand à Merville, dans le Nord. La brasserie historique de Blaringhem se visite sur rendez-vous du lundi au samedi. À Merville, la salle de dégustation et la boutique sont ouverts chaque jeudi de 17h à 21h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site brasseriedupaysflamand.com. Rendez-vous aussi sur l'Instagram du Podcapsuleur où je vous invite à découvrir en images les nouvelles installations de la brasserie du Pays Flamand à Merville. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Et dans 15 jours, nous partirons ensemble découvrir une autre brasserie des Hauts-de-France. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, etc. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.